Il y a des moments où une seule phrase atterrit si brusquement que votre esprit a besoin d'un instant pour rattraper le coup. Le mien est arrivé par un après-midi chaud à Nashville quand tout ce que je pensais pouvoir tolérer a basculé d'un coup. Je m'appelle Mallory, et jusqu'à ce jour-là je croyais vraiment connaître déjà les limites de jusqu'où ma famille pouvait me pousser. Désolé, votre iPhone 17 est cassé, a dit ma sœur aînée après que j'ai refusé de lui prêter $10 000. Sa voix était plate, presque ennuyée, et l'écran brisé dans sa main rendait évident qu'elle ne l'avait pas laissé tomber par erreur. J'ai demandé pourquoi elle avait même touché mon téléphone sans demander. Elle a fait un petit haussement d'épaule comme si c'était quelque chose que je ne devais pas prendre personnellement, comme si les dégâts qu'elle avait causés étaient un petit imprévu que je devais arranger discrètement. Avant que je puisse tout comprendre pleinement, maman est intervenue avec cette douceur familière qu'elle n'utilisait que dans une seule direction et m'a dit que c'était juste un accident. Elle a ajouté que je ne devais pas en faire toute une histoire. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé ou regardé assez attentivement pour voir la façon dont ma mâchoire se serrait. C'était le même scénario que toujours. Ma sœur créait le désordre, maman le balayait, et on s'attendait à ce que j'avale la frustration comme une sorte de preuve que je me souciais de ma famille. Je suis restée silencieuse parce que le silence a une façon de révéler ce que les gens attendent de vous. Ma sœur me regardait comme quelqu'un regarde une machine qui, elle le croit, fonctionnera exactement comme elle l'a toujours fait. Elle pensait vraiment que j'allais absorber le coup et passer à autre chose. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose s'installer en moi avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais que j'avais atteint un point de non-retour. Si vous aviez été à ma place avec le téléphone en morceaux et les excuses déjà prêtes à être utilisées, qu'auriez-vous fait ensuite? Dites-moi vos pensées et comment vous géreriez un tel moment. Cet après-midi-là quand je suis retourné à mon appartement à Nashville, le silence semblait plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes me regardaient démêler tout ce qui s'était passé. J'ai posé mon sac et essayé de me concentrer sur ma respiration, pourtant mon esprit revenait sans cesse à la même vérité que j'avais évité de nommer pendant des années. Ma sœur aînée, Kendra Collins, n'était pas soudainement devenue quelqu'un capable de briser mon téléphone pour $10 000. Elle avait toujours marché sur la ligne entre le droit et la commodité, et j'avais passé la majeure partie de ma vie à m'effacer pour lui faire de la place pour ses choix. Je me suis effondré sur mon canapé et j'ai rejoué des moments que je m'étais forcé à minimiser, ceux qui s'étaient accumulés assez discrètement pour passer pour normaux à l'époque. Il y avait les après-midi où elle empruntait de l'argent promettant de le rendre avant la fin du mois, seulement pour que je couvre ses découvertes quand elle oubliait un paiement. Il y avait les matins où je découvrais qu'elle avait utilisé mon nom pour demander une carte de magasin parce que la sienne avait trop de frais de retard. Chaque incident semblait petit en soi, pourtant le coup retombait toujours sur mes épaules, tandis que maman insistait pour que je sois patiente parce que les familles se soutiennent mutuellement. Cette version du soutien avait toujours penché en faveur de Kendra, peu importe à quel point c'était gênant pour moi. Alors que la tension s'intensifiait, ma meilleure amie, Jordan Hill, a appelé après avoir remarqué la façon dont ma voix avait tremblé quand nous avions parlé plus tôt. Jordan me connaissait depuis assez longtemps pour saisir le changement que j'essayais de cacher, et quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, la frustration qui colorait le silence de Jordan m'a tout dit. Je me plaignais rarement, pourtant au moment où les mots sont sortis de ma bouche, j'ai senti les années de déséquilibre se mettre en place avec une clarté qui m'a surprise. Jordan m'a rappelé que mes réactions n'étaient pas dramatiques, mais en retard, et entendre quelqu'un valider cette vérité m'a donné juste assez de stabilité pour continuer à déballer les souvenirs que j'avais rangés. Il était impossible d'ignorer à quel point la dynamique avait commencé tôt. Quand j'étais encore à l'école, maman trouvait toujours une raison d'adoucir les conséquences pour Kendra, prétendant qu'elle était sensible ou débordée, tandis que l'on s'attendait à ce que je m'adapte parce que je pouvais soi-disant en supporter plus. Le message était subtil, mais constant, et avec le temps j'ai appris à absorber la déception sans la laisser paraître. Je pensais que la retenue faisait de moi la personne responsable, la fille qui maintenait la paix. Pourtant, tout ce que cela faisait était d'apprendre à tout le monde que je plierais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à plier. Assise là, j'ai réalisé que j'avais atteint un point où même de petits actes de dédain portaient un poids que je ne pouvais plus absorber. Le téléphone brisé n'était que la partie la plus visible d'un schéma qui s'était étiré sur toute ma vie, et une fois que je l'ai nommé, je ne pouvais plus prétendre que c'était quelque chose d'inoffensif. Une fatigue que je ne m'étais pas permise de reconnaître s'est installée en moi plus lourdement que je ne voulais l'admettre, pourtant d'une honnêteté incontestable. Je savais que je ne pouvais pas retourner à la version de moi-même qui tolérait tout par devoir. Quelque chose avait changé en moi, de manière stable et irréversible, et pour la première fois depuis des années,
j'ai compris que reculer n'était pas de la déloyauté, mais de la survie. Cette nuit-là, quand j'ai vérifié mes comptes à nouveau, un sentiment de malaise s'est installé en moi avec une clarté que je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec l'intention de ne revoir que quelques transactions récentes. Pourtant, au moment où le tableau de bord a été chargé, j'ai réalisé que la situation était bien plus profonde qu'un simple téléphone cassé. Ce qui a commencé comme une simple recherche de frais inhabituels s'est rapidement transformé en une piste d'activité qui ne ressemblait en rien à mon propre comportement, et plus je faisais défiler, plus les pièces commençaient à s'aligner de manière à me serrer la poitrine. Le premier signal d'alarme est apparu sur ma page de partage familial Apple. Je l'avais configuré il y a des années principalement pour la commodité, afin que mes appareils restent synchronisés et que mes abonnements restent organisés. Cependant, lorsque j'ai ouvert l'historique des achats, plusieurs applications que je n'avais jamais téléchargées sont apparues dans la liste, regroupées en des mois de frais silencieux qui avaient échappé à mon attention. Il s'agissait d'abonnements de style de vie, d'outils d'édition et de mise à niveau premium qui correspondaient aux habitudes de quelqu'un d'autre plutôt qu'aux miennes. Le schéma semblait indubitable, surtout quand j'ai reconnu les eurodatages qui correspondaient à des moments où Kendra avait emprunté mon téléphone sous prétexte de vérifier ses messages. À l'époque, les demandes avaient semblé inoffensives, pourtant les preuves affichaient quelque chose de bien plus délibéré. En fouillant plus profondément, j'ai remarqué plusieurs microtransactions acheminées via Apple Pay. Certaines étaient des frais d'épicerie, d'autres des articles ménagers divers provenant de magasins que maman fréquentait. Les montants étaient mineurs en soi, suffisamment faibles pour se fondre dans n'importe quel budget mensuel sans soulever d'alarme, pourtant la cohérence du schéma rendait l'intention difficile à écarter. Je me suis souvenu des fois où maman avait mentionné avoir oublié sa carte ou avoir besoin de payer rapidement, des moments que j'avais balayés comme des faveurs familiales routinières. Voir la trace enregistrée dans mes propres relevés a supprimé les excuses auxquelles je m'étais accroché. Essayant de rester concentré, j'ai appelé Jordan et lui ai demandé de l'aide pour vérifier si certains frais montraient des signes d'approbation manuelle ou de récurrence automatique. Jordan a abordé la situation sous un angle technique plutôt qu'émotionnel, examinant les eurodatages, les identifiants d'appareils et les journaux d'autorisation. Sans la douceur de la sympathie, Jordan a souligné que plusieurs achats avaient été autorisés via des appareils qui ne m'étaient pas enregistrés, ce qui signifiait que quelqu'un avait utilisé mes identifiants à mon insu. La précision de cette conclusion a tout mis en lumière de manière plus nette, me laissant avec une reconnaissance troublante de la durée pendant laquelle cette limite avait été franchie. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à compiler chaque entrée suspecte, les organisant par catégorie, afin que mes pensées ne se dispersent pas. La liste a augmenté régulièrement, passant de lignes éparses à un enregistrement structuré de la façon dont mes comptes avaient été traités comme une propriété commune. J'ai mis en évidence les applications liées aux habitudes de Kendra et marqué les achats correspondant aux routines de maman, puis j'ai regroupé les anomalies restantes sous une colonne que j'ai étiquetée source incertaine. Au fur et à mesure que le fichier s'étendait, il est devenu clair que les dommages financiers allaient plus loin que les totaux visibles. Ce qui me troublait le plus était la réalisation que cette utilisation abusive n'était pas nouvelle, pourtant j'avais été trop disposé à rationaliser les signes jusqu'à présent. Une fois que les preuves ont été clairement devant moi, j'ai ressenti un léger changement intérieur, un changement qui rendait le déni impossible. J'ai ouvert mes paramètres et j'ai commencé la première série de ce que j'ai silencieusement appelé mes mouvements silencieux, des actions subtiles destinées à me protéger sans rien annoncer. J'ai mis à jour mes mots de passe avec des combinaisons que personne ne pouvait deviner, supprimé tous les appareils partagés et révoqué les autorisations liées aux anciennes connexions. Chaque étape semblait être une façon de récupérer une partie de ma vie que j'avais trop facilement abandonnée. Au moment où j'ai terminé, le document brillait sur mon écran, rempli de preuves de choix que j'avais permis à d'autres de faire pour moi. L'épuisement qui a suivi ne m'a pas submergé cette fois. Il m'a étudié, me rappelant que la reconnaissance était la première étape vers la reprise de contrôle, et la piste de preuves que j'avais rassemblée rendait une chose certaine, le schéma avait finalement atteint sa fin. Vers minuit, j'ai commencé à agir avec une clarté qui me semblait inhabituelle, mais stable, comme si chaque pensée dispersée s'était enfin alignée après les découvertes que j'avais faites plus tôt ce soir-là. L'appartement autour de moi reposait dans un calme feutré qui m'aidait à me concentrer sur ce qui devait être fait. J'ai ouvert le panneau de contrôle de l'identifiant Apple et j'ai pris une lente inspiration avant de défaire entièrement le réseau de partage familial. Chaque appareil qui n'était pas le mien apparaissait comme un rappel des limites que j'avais permis d'étirer bien au-delà de la raison. En supprimant chaque couche d'accès, je pouvais sentir une séparation silencieuse prendre forme, non par des déclarations dramatiques,
mais par les petits clics délibérés de quelqu'un qui récupérait ce qui lui appartenait. J'ai continué en mettant à jour chaque mot de passe lié à ma vie numérique. J'ai changé l'identifiant Apple principal en premier, puis j'ai parcouru les connexions secondaires par courriel, les points d'accès bancaire, les notes chiffrées et le stockage archivé. J'ai créé de longues séquences de caractères sans signification personnelle, afin que rien ne puisse être deviné ou retracé. Chaque écran de confirmation ressemblait à une porte se refermant derrière moi, et le sentiment de contrôle qui revenait à chaque étape s'installait dans ma poitrine avec une calme résolution. J'ai vérifié s'il restait des appareils connectés, les ai révoqués sans hésitation, et j'ai regardé la liste se réduire jusqu'à ce que seuls mes propres appareils restent. Au moment où la page s'est rafraîchie, une nouvelle sorte de calme s'est installée dans la pièce. Ensuite, j'ai appelé l'opérateur. J'ai vérifié mon identité, confirmé le numéro de compte et demandé la résiliation immédiate de la ligne secondaire de Kendra. La représentante a demandé si je comprenais que cette action déconnecterait entièrement le service qu'elle utilisait. Ma réponse a été ferme, décidée et finale. Lorsque la représentante a confirmé que la ligne avait été supprimée de mon compte, j'ai noté l'identifiant de l'appel et l'horodatage exact dans mon document en cours de rédaction. Avoir une preuve claire pour chaque action me donnait un sentiment d'ancrage, comme si je marchais sur un terrain solide après être resté sur quelque chose d'instable pendant beaucoup trop longtemps. Une fois la confirmation arrivée, j'ai rédigé une notification au compte auquel Kendra avait accédé via mon identifiant Apple. Je n'ai pas inclus de blâme ni d'explications émotionnelles. J'ai simplement déclaré que toutes les permissions étaient révoquées, que les services liés ne fonctionneraient plus, et que je ne serais pas responsable des frais qui apparaîtraient à partir de ce moment. J'ai envoyé le message sans attendre de réponse car je comprenais que mon objectif n'était pas d'engager une autre conversation épuisante, mais de fermer les voies qui n'auraient jamais dû exister. Après cela, j'ai contacté le propriétaire de Kendra, la même personne qui m'avait une fois demandé de co-signer son bail lorsqu'elle était confrontée à des problèmes financiers. Je me suis présenté à nouveau et j'ai demandé le statut actuel de son contrat. Le propriétaire a mentionné quelques frais impayés, alors j'ai demandé des copies des documents pertinents. J'ai expliqué que j'avais l'intention de retirer ma garantie dans le délai autorisé par l'accord et j'ai demandé une confirmation écrite une fois le processus terminé. La conversation est restée brève car le propriétaire a reconnu que ma demande relevait entièrement de mes droits. Lorsque les documents sont arrivés dans ma boîte de réception, j'ai enregistré chaque fichier dans un dossier dédié et les ai sauvegardés à nouveau dans mon stockage cloud privé. Je suis retourné à mon document maître et j'ai ajouté chaque étape complétée. Avec chaque nouvelle ligne, la situation qui semblait autrefois complexe et accablante est devenue suffisamment structurée pour que je puisse voir exactement où j'en étais. J'ai fermé mon ordinateur portable juste au moment où l'horloge marquait le début d'un nouveau jour, et le silence qui m'entourait s'est installé avec un poids différent d'avant. En regardant le reflet pâle de mon visage sur l'écran sombre, j'ai compris que les choix silencieux que j'avais faits cette nuit-là n'étaient pas seulement destinés à rompre les anciens schémas, mais aussi à m'assurer que je ne retomberais jamais dans une vie où mes limites pouvaient être traitées comme facultatives. Le lendemain matin, quand je suis arrivé au bureau, je sentais déjà que la journée exigerait un niveau de stabilité que je n'avais appris à me faire confiance que récemment. J'ai posé mon sac sur mon bureau, j'ai brièvement passé en revue mon calendrier, puis j'ai entendu les pas pressés de l'assistante de la réception se diriger droit vers moi. Elle m'a informé à voix basse que 2 visiteurs attendaient dans le hall, exigeant de me parler. Avant même d'atteindre le couloir, je savais exactement qui ils étaient. Kendra se tenait au centre de la zone de réception avec une posture destinée à capter l'attention qu'elle croyait mériter. Son expression portait un mélange de fureur et de droit qu'elle n'essayait pas de cacher. Maman se tenait légèrement derrière elle, essayant de masquer son inconfort d'un ton doux qui ne correspondait pas à l'impatience visible dans ses yeux. Au moment où Kendra m'a repéré, elle s'est avancée sans intention de retenue. « Tu m'as tout bloqué. » « Répare ça tout de suite », a-t-elle dit assez fort pour que plusieurs employés tournent la tête. Sa voix essayait de paraître posée, pourtant elle portait toujours l'attente que je finirais par céder comme avant. Je suis resté ferme. Je leur ai rappelé que chaque compte en question m'appartenait exclusivement, et que j'avais agi dans la plénitude de mes droits. Kendra a refusé d'accepter ce qu'elle appelait une excuse. Elle s'est penchée plus près avec un regard qui révélait la pression qu'elle ressentait. « Si tu refuses, je m'assurerai que tout le monde ici sache à quel point tu es égoïste. Penses-tu qu'ils te respecteront après ça ?» Jordan est entré dans la zone à ce moment-là, en sa qualité professionnelle de membre de l'équipe de conformité interne de notre entreprise. Jordan ne s'est pas approché de moi pour un soutien émotionnel. Au lieu de cela,
Jordan s'est positionné à proximité pour s'assurer que personne ne violait les politiques de conduite. Il n'y a eu aucun réconfort, aucun adoucissement de la situation, et aucune implication dans le différend qui se déroulait entre ma famille et moi. Kendra a rapidement intensifié la situation quand elle a vu que je restais calme. Tu me dois l'accès. J'ai tout construit grâce à tes comptes. Tu ne peux pas me bloquer parce que tu es en colère. J'ai maintenu le contact visuel et j'ai répondu avec une clarté délibérée que l'utilisation non autorisée de l'identifiant Apple et des services financiers d'une autre personne était inacceptable. J'ai déclaré que la suppression de son accès était une action corrective nécessaire et non une réaction impulsive à des sentiments blessés. Maman a tenté une fois de plus d'utiliser l'appel familier à l'obligation familiale, mais le poids de cet argument ne m'atteignait plus. Le tumulte a attiré l'attention de la direction du bureau, qui est arrivée avec une demande ferme. Ils ont informé Kendra qu'elle perturbait un espace de travail sécurisé et devait partir immédiatement. Elle a résisté avec un ton de confrontation, insistant qu'elle avait tout à fait le droit de rester. Quand la sécurité s'est approchée, elle s'est finalement dirigée vers la sortie. Avant de franchir le pas de la porte, elle s'est brusquement retournée et a lancé une dernière menace, « Tu le regretteras quand tu auras besoin de nous. » J'ai répondu d'une voix calme qui m'a même surprise. Je lui ai dit que chaque décision que j'avais prise reflétait ce qui s'était déjà passé et que j'étais prête à accepter ce qui en découlerait. Une fois qu'elles ont quitté le bâtiment, j'ai marqué une brève pause pour reprendre mon souffle, pleinement consciente que cette confrontation ne marquait que le début du changement que je m'étais engagé à mener à bien. 3 jours plus tard, j'ai senti le premier véritable changement dans l'atmosphère autour de moi, un changement qui montrait à quel point les répercussions de mes décisions silencieuses avaient commencé à se faire sentir. Je me suis réveillé avec une étrange stabilité ce matin-là, une clarté qui semblait gagner plutôt qu'emprunter, et je me suis préparé à tout ce qui allait se dérouler au cours des prochaines heures. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quelle vitesse les murs autour de Kendra commenceraient à se refermer une fois que les systèmes qui la soutenaient auraient finalement cessé de porter son poids. Le premier signe est arrivé par un bref message d'un collègue qui se demandait si j'avais entendu parler de la panne de courriel dans le département de Kendra. J'ai gardé ma réponse neutre car les problèmes internes de son employeur n'avaient rien à voir avec moi. Mon attention est restée sur mon propre travail jusqu'en milieu de matinée quand un numéro inconnu a appelé ma ligne de bureau. La voix à l'autre bout s'est présentée comme un superviseur du lieu de travail de Kendra et a demandé si j'avais des informations sur la raison pour laquelle elle ne pouvait pas accéder à son compte d'entreprise. Son ton suggérait qu'il croyait que je pouvais détenir une pièce d'information manquante. J'ai précisé que je n'avais aucune implication dans l'administration de leur plateforme numérique et que tout problème d'authentification devrait être traité directement avec leur équipe interne. Il m'a remercié poliment, bien que j'ai senti qu'il réalisait qu'il se passait bien plus de choses qu'il ne l'avait initialement supposé. En début d'après-midi, une autre conséquence est apparue. Mon propriétaire m'a transmis un avis du gestionnaire immobilier du complexe d'appartements de Kendra. Il demandait confirmation concernant la garantie financière que j'avais fournie lorsqu'elle avait emménagé. J'ai ouvert le document avec soin et j'ai rédigé une déclaration formelle retirant mon soutien. J'ai inclus tous les détails requis avec une précision minutieuse, puis je l'ai soumise via le portail officiel afin qu'il y ait un enregistrement complet du changement. Une fois que j'ai reçu la confirmation, j'ai enregistré le fichier dans le même dossier qui contenait le reste de la documentation que j'avais compilée. Plus tard ce jour-là, mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec un message d'une cousine qui demandait pourquoi maman appelait des proches pour exprimer son inquiétude concernant ce qu'elle décrivait comme mon comportement complètement déraisonnable. Selon elle, j'avais laissé Kendra sans aide pendant un moment difficile et j'avais embarrassé la famille. J'ai laissé le message sur mon écran pendant plusieurs minutes avant de répondre parce que je devais considérer quel résultat je voulais de la conversation. J'ai finalement écrit que les limites personnelles n'étaient pas des actes d'hostilité et qu'aucune des complications actuelles n'avait été créée par moi. Je n'ai pas offert d'autres explications car j'avais atteint un point dans ma vie où une justification inutile ressemblait à une reddition de contrôle. Pendant que les proches débattaient et spéculaient, Kendra était confrontée à une vague de problèmes plus forte. Elle a tenté de présenter des documents alternatifs à son employeur, mais tout exigeait l'accès à l'adresse électronique qu'elle ne pouvait plus ouvrir. Les ressources humaines l'ont temporairement suspendue pendant qu'elles enquêtaient sur ce qu'elles appelaient une activité de crédential irrégulière. J'en ai entendu parler uniquement parce que Jordan a transmis une courte mise à jour de quelqu'un qui avait assisté à la réunion. Jordan n'a pas commenté la situation et n'a pas exprimé de sympathie en mon nom. Il a simplement transmis l'information de la même manière directe qu'il utilisait chaque fois que nous discutions de détails factuels liés à mon cas.
Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai passé en revue la chronologie des événements des derniers jours. Chaque action que j'avais entreprise avait été silencieuse, délibérée et pleinement dans mes droits. Les conséquences qui se déroulaient maintenant n'étaient pas des punitions que j'avais imposées, mais des résultats que Kendra avait créés pour elle-même. Voir ces schémas enfin apparaître m'a apporté un sentiment inattendu de clôture. Je comprenais que ce n'était que le début, pourtant je reconnaissais aussi que mes limites tenaient enfin. Pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucun besoin de sauver qui que ce soit des retombées de ses propres choix. Une semaine plus tard, j'ai réalisé que le silence entourant Kendra avait pris une qualité plus lourde, comme si les conséquences qui s'étaient accumulées autour d'elle avaient finalement décidé d'arriver tout en même temps. J'ai d'abord remarqué le changement par un bref message transmis par un collègue qui avait assisté à une réunion avec le service des ressources humaines de son entreprise. Il a écrit que sa suspension n'était plus temporaire car elle n'avait pas réussi à effectuer les étapes de vérification obligatoires qui nécessitaient l'accès à des systèmes qu'elle ne pouvait pas utiliser. J'ai lu le message 2 fois sans réagir. J'ai ressenti un lointain sentiment de reconnaissance, comme si je m'étais attendu à ce que ce moment se déroule exactement ainsi. Plus tard ce matin-là, une autre notification est apparue sur mon téléphone. Elle provenait du portail d'emploi de l'entreprise, celui où j'avais autrefois signé un document de vérification de revenus pour soutenir sa candidature pendant une période où elle insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'être juste le temps de s'installer. L'alerte montrait que son employeur avait déposé un avis de licenciement qui serait bientôt reflété sur les futurs examens. Le ton était clinique, dépouillé d'émotion, ce qui le rendait encore plus frappant. Je me suis assise tranquillement avec cela, consciente que c'était l'un des derniers fils sur lesquels elle s'était appuyée comme preuve d'indépendance. En milieu de semaine, la deuxième conséquence est apparue. Le gestionnaire immobilier de son complexe d'appartements m'a envoyé un courriel avec un message de suivi demandant un formulaire de garant mis à jour. Ils ont écrit que sans confirmation renouvelée, le bail entrerait automatiquement dans une période de reconsidération de 30 jours. J'ai ouvert leur message, examiné les détails qu'ils avaient joints, et soumis les documents confirmant mon retrait. En quelques heures, ils l'ont accusé réception et ont ajouté un avis formel expliquant que Kendra devrait satisfaire aux exigences de revenus par elle-même. J'ai sauvegardé la correspondance dans le même dossier où je conservais les autres dossiers car l'organisation m'apportait une certaine stabilité durant ces jours. Ce soir-là, une parente de l'extérieur de la ville m'a envoyé un message inquiet. Elle a dit que maman avait appelé diverses branches de la famille, expliquant que j'avais abandonné Kendra pendant un moment de crise et que tout ce qui lui arrivait était le résultat de mon refus d'agir comme une sœur. J'ai lu le message lentement. Je pouvais presque entendre le mélange familier de culpabilité et de contradiction de maman. Si ces déclarations avaient été cohérentes, peut-être aurait-elle eu du poids, mais elle changeait son récit en fonction du public et du résultat, et ce schéma s'était répété tout au long de ma vie. J'ai répondu que chaque adulte devait prendre la responsabilité des structures dont il dépendait. J'ai gardé ma réponse brève car une explication supplémentaire changeait rarement quoi que ce soit. 2 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation que Kendra avait reçu un délai pour quitter l'appartement. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les proches qu'elle avait fait ses valises à la hâte et avait emménagé dans une chambre d'amis appartenant à une cousine éloignée qui vivait à près d'1 heure du centre-ville. Apparemment, elle a essayé de présenter d'autres preuves de ses finances, mais n'a pas pu atteindre les seuils requis. Ils ont dit qu'elle semblait choquée par la rapidité avec laquelle tout s'était effondré, comme si elle croyait encore que quelqu'un interviendrait en sa faveur. Quand j'ai fini de lire ces mises à jour, j'ai posé mon téléphone face cachée et je suis retourné à la tâche qui m'attendait. J'avais signé des documents pour mon propre déménagement plus tôt ce matin-là. Le nouvel appartement était niché loin du centre-ville de Nashville, dans un quartier plus calme qui semblait avoir un rythme complètement différent. Le trajet était plus long, pourtant quelque chose dans la distance me semblait juste. Je voulais un espace où personne ne franchirait les limites ou n'utiliserait ma stabilité comme filet de sécurité. L'après-midi suivant, une lettre de maman est apparue dans ma boîte aux lettres. Son écriture était inégale. Elle alternait entre me blâmer, défendre Kendra et contredire ses propres arguments dans des lignes consécutives. Je l'ai lu une fois sans laisser rien s'installer, les plier soigneusement et les placer dans un tiroir. Je ne lui devais pas de réponse, et je ne ressentais plus l'envie de porter une responsabilité qui ne m'appartenait pas. Alors que mes cartons de déménagement s'empilaient, je sentais la forme de ma vie se transformer en quelque chose de plus stable. Le chaos qui entourait la famille ne m'atteignait plus. Ils opéraient dans leur turbulence, et j'étais en dehors pour la première fois.
Cela ressemblait moins à une victoire qu'à un retour à moi-même, une reconnaissance silencieuse que la paix commence parfois au moment où vous cessez de permettre aux autres de définir votre rôle dans leur tempête. Un mois plus tard, le rythme de ma vie s'est installé dans un schéma plus stable qui semblait mériter plutôt qu'emprunter. Mes journées de travail sont devenues plus concentrées car je ne passais plus d'énergie à anticiper la prochaine crise qui pourrait éclater autour de Kendra. Ma productivité a augmenté d'une manière qui a même surpris mon superviseur, et les responsabilités supplémentaires que j'ai acceptées se sont accompagnées d'une augmentation de salaire qui a discrètement affirmé ma décision de protéger mes limites. J'ai traversé les semaines avec une clarté qui manquait depuis des années, et chaque projet achevé renforçait le sentiment que j'avais repris le contrôle de ma direction. Les nouvelles concernant Kendra arrivaient par fragments, généralement par des proches qui avaient du mal à comprendre comment elle était tombée si rapidement de la position confortable qu'elle occupait autrefois. Ils disaient qu'elle passait d'un emploi temporaire à l'autre avec des revenus irréguliers, et aucun d'entre eux ne lui offrait la stabilité dont elle avait besoin pour retrouver un équilibre. Sans garant et sans relevé de revenus fiables, elle s'est retrouvée incapable de signer de nouveaux baux. Elle est restée chez cette cousine éloignée où la patience s'épuisait. Ses dépenses sont devenues plus lourdes tandis que ses revenus diminuaient, et ceux qui s'étaient autrefois portés volontaires pour la secourir évitaient désormais toute implication. J'ai écouté quand ces mises à jour m'ont été transmises, bien que je ne les ai pas recherchées. Au cours de cette même période, maman a tenté d'appeler plusieurs fois, laissant des messages qui alternaient entre des appels émotionnels et des tentatives de présenter la situation comme un malentendu. J'ai laissé les appels passer sans réponse car chaque message révélait la même contradiction. Elle voulait que j'annule les conséquences que Kendra avait créées tout en refusant de reconnaître l'histoire qui avait mené à cette distance. Mon silence n'était pas une punition. C'était de l'auto-préservation. Au milieu de tout cela, Jordan est passé un après-midi après avoir terminé une ronde de sécurité près de mon quartier. Nous nous sommes assis sur mon balcon avec du thé glacé tout en discutant de sujets neutres comme les schémas de circulation et les rénovations de bureaux. Il n'a pas abordé la situation familiale, et je n'ai pas offert de détails. La conversation a semblé légère et respectueuse, libre de la pression tacite qui avait existé lorsqu'il avait été témoin de la confrontation au travail. Quand il est parti, j'ai apprécié que la visite soit simplement un geste de familiarité plutôt qu'une tentative de sauvetage. Alors que le mois se terminait, j'ai reconnu que ma vie semblait plus simple parce que j'avais enfin cessé d'endosser les rôles que d'autres m'avaient assignés. Je ne servais plus de tampon à leurs décisions ni de solution universelle à leurs urgences. La paix est devenue possible lorsque la responsabilité est revenue à ses propriétaires légitimes. J'ai appris que les limites ne sont pas des déclarations de colère, mais des engagements de respect de soi. Quand les gens s'habituent à s'appuyer sur vous sans responsabilité, ils prennent votre silence pour un accord et votre soutien pour une obligation. Prendre du recul a révélé quelles relations reposaient sur un véritable intérêt et lesquelles dépendaient de la commodité. Au moment où j'ai cessé d'absorber le poids des choix des autres, j'ai finalement compris que protéger mon bien-être ne nécessitait pas la permission de ceux qui avaient autrefois profité de ma complaisance. Merci d'avoir suivi cette histoire à travers chaque tournant et d'avoir donné de l'espace à une perspective façonnée par des choix difficiles. Si vous vous êtes déjà éloigné d'une situation qui exigeait plus qu'elle ne rendait, j'aimerais savoir comment vous avez géré ce changement. Partagez vos pensées ou expériences dans les commentaires afin que d'autres qui sont confrontés à des carrefours similaires puissent se sentir moins seuls sur leur chemin.